est directeur et doyen de Legal EDEC, et de cette grande école et grand centre de recherche. Et aussi Marc Bartel, qui est senior partner au sein de Korn Ferry. Donc nous sommes tous les trois. Nous allons essayer de traiter ces sujets qui sont pas si simples que ça lorsqu'on commence à les regarder de très très près. On a organisé ce webinaire qui terminera à 10h00, promis. Tout le monde a des conférences calls très vraisemblablement qui suivent, autour de 3 thématiques. Première thématique, c'est ce qu'on a appelé la crise et le leadership. La deuxième thématique tourne autour du management des équipes et des clients. Et la troisième thématique, ce sont les compétences et ce qu'on appelle désormais les new ways of working, donc les nouvelles façons de travailler. Ce webinaire sera enregistré. Il pourra être envoyé aux personnes qui sont venues et aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et avant juste de démarrer, je vous demanderai de respecter donc les consignes habituelles, mais maintenant tout le monde est confiné depuis plusieurs semaines et donc connaît ces consignes, c'est-à-dire de garder vos micros éteints. Vous pouvez utiliser le chat qui est dans la barre en bas au milieu et poser toutes les questions que vous voulez. Et puis si vous voulez prendre la parole, essayez de le demander par le chat pour qu'on puisse s'organiser. Je donnerai bien évidemment la parole pour qu'on puisse avoir aussi de l'interaction autant que faire se peut. Mais quand on est bientôt 50 et plus de 50 prévus, c'est compliqué que tout le monde prenne la parole. Donc, par le chat, demandez la parole ou posez les questions, on les reprendra directement. Je vais partager mon écran. On a juste fait quelques slides avec Christophe et avec Marc pour qu'on puisse structurer et poser un certain nombre d'idées. Donc, on ne va pas vous mettre 150 slides. Voilà les trois parties. Et puis, ce que je voudrais très très vite, c'est donner la parole à Marc Bartel. Ces trois thèmes que je vous ai présentés, nous allons à chaque fois faire une petite introduction par l'un d'entre nous de 5 minutes, puis après interagir tous les trois, et puis prendre toutes les questions qu'il y aura, bien évidemment. Marc, si tu veux prendre la main sur ce sujet-là. Merci Olivier, merci de m'avoir invité, et merci à Christophe aussi d'être là, et merci à vous tous d'être levés si tôt. D'abord, la première chose, j'espère que… Olivier, tu m'entends bien? Tout le monde m'entend bien? C'est parfait. Parfait. Donc tout d'abord, j'espère que vous tous, vos proches, vos amis et vos équipes vont bien. L'idée aujourd'hui pour moi, c'était de parler de ce qu'on appelle le leadership et sa situation dans cette crise, parce que vous imaginez, et vous le vivez bien, que la façon de gérer vos équipes est un petit peu différente, puisque vous n'avez pas l'opportunité de les voir à la machine à café tous les matins ou de les avoir autour de vous en salle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au sein de Korn Ferry, on a identifié environ 8 compétences clés. Je vais vous expliquer un petit peu comment on y est arrivé. Je vais les parcourir très rapidement parce que vous les avez devant vous, et puis je vais m'atteler peut-être à trois importantes qu'on a identifiées avec Christophe et Olivier, 2 qui seront un petit peu plus pour vos équipes et une qui sera un petit peu plus pour vous. Donc, en 2 mots, chez Korn Ferry, j'anime la pratique juridique, fiscale et compliance et la pratique board et CEO en France. Et nos activités sont évidemment du recrutement, mais aussi du développement de talents. Et chez Korn Ferry, qui est une énorme maison qui faisait jusqu'à récemment 2 milliards de chiffre d'affaires avec des bureaux à travers le monde, on a un centre de recherche. Et le centre de recherche nous permet de développer un ensemble de compétences pour tout type de profil. On appelle ça le success profile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit chercher quelqu'un, mais surtout le développer, on est capable d'identifier dans un success profile qu'on a défini ses compétences, ses motivations et ses qualités humaines. Donc, face à cette crise et dans le but de pouvoir continuer à accompagner nos clients, le centre de recherche a travaillé avec nous, mais évidemment avec tous ceux qui sont aux États-Unis. Il y a de l'intelligence artificielle, qu'on a une base de données. Toute franchise, je ne suis pas allé vérifier, mais apparemment, on a 4 millions de données de personnes et des centaines de millions d'informations. Donc, on a défini, on a défini avec 8 compétences que vous voyez actuellement à l'écran, qui sont selon nous celles qui sont celles que vous devez absolument mettre en œuvre ou qui vous permettront de mieux gérer le changement de gestion ou de la façon dont vous allez gérer vos gens ou vos équipes dans cette situation actuelle. Donc, il ne s'agit pas de regarder les compétences dans on est sorti, c'est plutôt actuellement dans la situation actuelle.
Et la base de notre réflexion est la suivante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez contrôler, si ce n'est deux choses fondamentales qui sont ce que vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. Donc, on a laissé ceci en anglais parce que je pense que tout le monde le maîtrisera facilement. Donc, je vais faire très rapidement les 8, mais sans m'étendre dessus, et puis j'en prendrai 3 comme je l'ai dit. Donc, là, ce qu'on s'est dit, c'est que vous devez garder quand même être ce qu'on appelle purposeful, c'est-à-dire être bien déterminé, résolu, et expliquer à vos équipes pourquoi elles sont là, pourquoi l'entreprise est là, à quoi tout ça sert, à quoi elle sert, quel est votre rôle à vous. Ensuite, il y a la partie empathie. Donc là, je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Ensuite, il y a la partie communication claire, précise, et leur montrer de la confiance. Je vais revenir là-dessus. Après, il y a soyez toujours dans l'action, c'est-à-dire qu'il est très important que vous ayez toujours une activité, que vous soyez très actif et que vous puissiez leur donner une direction. Ensuite, si on tourne à la page suivante, vous avez la partie inspiring, donc on s'attend à ce que vos équipes s'attendent à ce que vous soyez quelqu'un qui va les inspirer et leur donner cette motivation et leur donner l'envie de mieux et toujours servir les clients internes et les clients externes. Après, il y a la partie résilience, ça je vais revenir là-dessus, elle vous concernera un peu plus, parce qu'évidemment, ce n'est pas facile aujourd'hui d'être leader ou de mener une équipe dans cette situation actuelle. Et après, il y a la notion, soyez conscient de votre état d'esprit ou de l'état d'esprit des gens et l'état d'esprit qui vous entoure, ce qu'on appelle parfois chez nous aussi situation self-awareness, parce que tout ça a un impact sur votre façon de mener et ce que vous pouvez faire. Et puis, il y a la notion de courage, évidemment, mais ça, elle est assez facile. Donc, si vous me le permettez, je vais revenir sur les deux que je pense les plus utiles, c'est l'empathie. Alors, l'empathie est une qualité que tout le monde n'a pas aussi facilement ou tout le monde croit l'avoir. Néanmoins, sachez qu'aujourd'hui, et vous le voyez, dans vos équipes, les gens il y en a qui sont en souffrance, il y en a qui vont être en souffrance, il y en a qui seront en souffrance. Il y a beaucoup de stress. C'est un nouveau stress que vous ne voyez pas parce que, comme je disais préalablement, vous les avez au bureau, vous les voyez à la machine à café, mais l'environnement était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas forcément toute l'équipe qui était stressée, toute l'équipe qui passait par différents cycles, d'avoir des parents, des amis, dans des situations difficiles. Il y a aussi la façon de travailler avec le télétravail, il y a tout cet environnement. Donc, il est extrêmement important que et c'est difficile, que vous preniez le temps d'être en contact avec eux régulièrement, puis de bien comprendre pourquoi telle personne agit comme ça aujourd'hui, ou réagit comme ça, ou n'a pas envie, ou peut, ou de faire ou de pas faire, alors qu'avant, elle était différente, parce qu'elle vient de quelque chose de très différent, et leur environnement particulier, personnel, est vraiment différent. Donc, il faut vraiment que vous preniez du retrait, que vous leur répétiez, que vous les rappeliez, que vous soyez en contact avec eux, vous essayez de les comprendre, vous creusiez la tête. Il y a des personnes, vous aviez l'habitude qu'elles étaient un tel type de personne, et c'est curieux, ou lundi elle est comme ça, mercredi elle est comme ça, et tout ça va durer, parce que c'est une crise qui a commencé dans une deuxième phase, mais ce n'est que la deuxième phase, donc c'est un grand travail. Et ça, je vous conseille, c'est extrêmement important, et beaucoup de gens croient bien le faire, ont cru bien le faire, croyaient bien le faire, et c'est notre paire de manches. L'autre compétence que je pense très importante, qui est un peu connectée, c'est la confiance. Et c'est surtout la capacité à leur donner confiance, à leur montrer que finalement, tout ça, on va s'en sortir et on va s'en sortir par le haut. Donc, l'idée, c'est que vous soyez évidemment très authentique dans votre communication. Ce n'est pas la peine de raconter des salades. Il faut être extrêmement clair, il faut être extrêmement honnête. Et l'authenticité d'un leader est une qualité extrêmement importante pour que les équipes aient confiance et croient en vous, même s'il y a des choses dures à raconter. Et puis, ce qui est très important aussi dans cette notion de confiance, c'est que vous deviez essayer de développer une vision. Comment est-ce qu'on va tous en sortir par le haut et comment est-ce qu'on sera meilleur par la suite? Vous avez certainement déjà une vision pour comment votre équipe se développe, comment vous la gérez, comment on peut être meilleur, comment on peut mieux servir nos clients. Mais là, c'est autre chose. Il faut que vous développiez dans une autre vision ou adapter cette vision à comment est-ce qu'on va en sortir ensemble et comment est-ce qu'on va être meilleur par la suite. Comment est-ce que les choses vont peut-être changer? Il y aura peut-être plus de télétravail, il y aura peut-être différentes choses, mais donnez-leur une direction, un sens pour les garder motivés, emballés et à fond dans l'affaire. Puis le dernier élément, pour respecter mes 5 minutes, comme dit Olivier, le dernier élément qui vous concerne le plus, c'est ce que j'appelle la résilience. La résilience, c'est, je vous ai demandé, où j'ai indiqué qu'en tant que leader, vous avez beaucoup plus de travail à faire, il faut être plus proche de vos équipes, il faut être plus en communication, il faut être plus authentique, il faut le répéter, il faut redévelopper la vision. Tout ça prend énormément de temps et beaucoup d'énergie.
Et comme le premier violon d'une équipe ou d'un orchestre, c'est vous qui allez donner le ton. Évidemment, il faut que vous arriviez à maintenir votre niveau d'énergie, votre niveau de santé mentale, votre niveau de santé physique. Donc, il faut que vous preniez encore un peu plus de temps, mais ce temps, il est pour vous. Il faut que vous preniez le temps de vous poser, de vous raccrocher même à d'autres, à demander l'opportunité de parler à d'autres chefs chez vous ou d'autres personnes avec des contacts, mais il faut que vous soyez un peu toujours en grande forme mentale et physique. Et ce n'est pas facile. Donc, prenez du temps pour vous, prenez 1 heure par jour, prenez du temps avec vos familles, parce que vous aussi, vous aurez peut-être des situations de souffrance, comme on dit, avec des difficultés professionnelles, des difficultés dans vos familles, des difficultés avec vos amis. Donc ça, c'est très important. Et puis, passer le message, montrer à chacun comment chacun doit prendre soin de lui-même ou d'elle-même de la même manière que vous le faites. Donc, c'est à vous de leur montrer, de les encourager à essayer de travailler sur ce sujet parce que ce n'est pas facile. Donc, en d'autres termes, c'est à vous de donner à nouveau le ton, c'est à vous de montrer l'exemple et c'est à vous d'être toujours au top du top pour leur montrer comment le faire. Donc, juste pour conclure sur cette petite introduction de ces 8 compétences, en 2 mots, c'est plus de temps. Quel est le changement pour vous au niveau du leadership? Beaucoup plus de temps à passer sur vos équipes, être plus de temps proche d'elles, plus à leur écoute, et puis plus de temps à votre écoute, parce que quoi qu'on en dise, ça reste un travail d'individu, et c'est la qualité de l'équipe, la qualité de vos relations et la qualité de l'énergie de l'équipe qui va vous permettre de réussir tous ensemble, sachant qu'il y aura des hauts et des bas, et sachant qu'il va y avoir des surcharges de travail, des périodes où il y aura moins de travail. Donc ça aussi, il va falloir que vous sachiez comment distribuer le travail de manière égale. Parce que juste pour conclure, j'en parlais à certains DRH, on est dans la phase 2, il y aura peut-être une phase 3 ou 4. Quand tout sera un peu plus stabilisé, les gens vont se rappeler, vos équipes vont se rappeler comment vous les avez gérés. Est-ce que vous avez été authentique? Est-ce que vous avez été honnête? Est-ce que vous avez été à leur écoute? Et s'il y a eu des grosses inégalités, je pense que certains seront gentiment, vous le rappelerez en temps et en heure. Voilà, Olivier, pour le temps qui m'était imparti. Merci Marc. Avant de passer la parole à Christophe, plusieurs points. Il y a un point qu'on a beaucoup vu, beaucoup entendu avec aussi nos clients, c'est ce point de la frontière vie professionnelle, vie privée, qui, une fois qu'on est confiné, en fait, n'existe quasiment plus. On n'a jamais eu autant de clients qui nous ont dit, mais en fait, on a l'impression de travailler tout le temps, avec ces enchaînements non-stop de conférences les unes après les autres. Tu recommandes pour la résilience d'essayer à ce que les leaders prennent un petit peu de temps pour eux ou un petit peu de temps de réflexion. C'est compliqué quand on est sans arrêt dans l'action, sans arrêt sollicité de prendre ce temps. Comment est-ce que dans ce centre de recherche de Corne, ils regardent ces sujets de gestion du temps qui est aujourd'hui au cœur du management et du leadership, comme tu l'as dit? Ben, disons que j'en ai parlé aussi avec beaucoup de DRH qui me disaient, comme tu me disais, j'ai des journées sans fin, j'attaque à 7 heures, je termine à 23 heures parce que je suis toujours disponible, je suis toujours en vidéo, tout le monde veut me parler, on peut faire finalement encore plus de choses plus rapidement parce que on est facilement accessible. Donc la recherche, il y a beaucoup de recherche qui est faite chez nous, mais on le fait en accord avec Harvard ou autre. Il est extrême, c'est un peu comme un grand athlète. On sait que les super athlètes, il faut qu'ils dorment beaucoup. Parce que les gars qui sont les plus performants dans le monde, le sommeil leur permet de récupérer énormément d'énergie et d'en créer. Donc, si je devais prendre une analogie, peut-être pas de vous demander de dormir pendant la journée, mais il faut absolument que vous ayez du temps, de l'énergie, et donc reposez-vous, prenez du temps. Donc, pour répondre à ta question, il faut avoir à midi, c'est pas la peine d'être. Aujourd'hui, on n'a pas la nécessité de déjeuner avec des gens. Donc, prenez 1 heure pour vous, pour votre famille, pour souffler, etc. Il faut savoir faire des pauses. Puis quand vous êtes fatigué, que ça tire un peu, il faut savoir faire des pauses parce que vous allez avoir un niveau d'énergie faible. L'équipe va le recevoir, l'équipe va être déçue ou l'équipe va être démotivée et après, c'est difficile de les relancer. Donc, prenez soin de vous. Ouais. Je pense que l'analogie avec les sportifs, Olivier, est la meilleure. Merci. On reparlera de ta première compétence, Purposeful, tout à l'heure, parce qu'il y avait justement cette réflexion et l'impact peut-être sur le positionnement même de la direction juridique. Je ferai un point tout à l'heure justement sur ce que les directions juridiques, en tout cas celles avec qui on travaille ou on échange, ont vécu ces dernières semaines. Et peut-être que demain, on peut se poser des questions justement sur leur positionnement et sur le sens qu'ils peuvent donner.
Christophe, peut-être un premier retour ou un feedback sur justement le rôle de leader, qui est quand même très important. Les leaders qui sont connectés le savent bien, les managers le savent bien. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup donner. On ne sait pas d'ailleurs qui donne aux leaders, si ce n'est peut-être l'énergie et la passion. Comment est-ce que toi, tu vois évoluer cette position de vrai leadership et ce travail en ces temps difficiles on est en train d'essayer de passer, nous, à ce qu'on a appelé la phase 2, c'est-à-dire on est sorti des urgences, on a pris le parallèle un petit peu de l'hospitalisation, donc on n'est pas en crise, on a été stabilisé, mais on n'est pas encore en train de ressortir de l'hôpital, c'est bien cette phase 2, et on est en train de peut-être commencer à réapprendre à vivre, réapprendre à utiliser peut-être le langage, peut-être ses membres, et j'arrêterai le parallèle avec l'hospitalisation pour ne pas être trop négatif. Donc peut-être de réapprendre des choses pour travailler autrement. Sur ce leadership, Christophe, comment tu prends ce qui a été affiché et annoncé par Marc? Alors déjà, pardon, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup à Olivier de m'avoir invité à ce webinaire, même s'il était tôt. Moi, je suis plutôt je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, mais je suis plutôt du soir. Donc voilà, 9 heures, c'est On une heure fera à un laquelle apéritif la prochaine fois, Ouais, Christophe. non, mais je suis réveillé en général à 9 heures, mais bon, il faut que le temps chauffe de mon cerveau. Et puis, ravi aussi et honoré d'être avec Marc. Alors, plusieurs choses rapidement, si je puis dire, en résonance avec ce qu'a dit Marc il y a quelques instants. Sur l'empathie, alors c'est effectivement très, très intéressant, d'autant que si on replace l'empathie dans son cadre d'intelligence émotionnelle, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, il s'avère qu'un certain nombre d'études ont montré que plus les individus sont dans des professions où le degré d'expertise technique est important, alors ça peut être par exemple dans les systèmes d'information, dans l'industrie financière, dans le droit, plus il peut y avoir un petit problème par rapport à l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose à laquelle, dans leur période de formation, les uns et les autres ont été habitués, préparés, etc. Bon, donc ça, c'est première remarque rapide de ma part. Deuxième chose, pour rebondir là encore sur ce que Marc a dit, quand il faisait référence à la vision, je pense qu'on ne peut avoir une vision que si on a une raison d'être. Et souvent, ce qu'il peut arriver, surtout quand on est dans l'urgence, dans l'immédiateté, dans la gestion de crise, donc on est dans l'action, donc on se regarde à travers ce que l'on fait, plus qu'à travers ce que l'on est. Or, et ça c'est vrai aussi, je pense, pour une direction juridique, avant de savoir ce que l'on doit faire, il faut d'abord définir ce que l'on est. Et je pense que cette période qui est paradoxale parce qu'à la fois, pour beaucoup d'entre nous, elle nécessite une disponibilité alors, physique, vous l'avez dit, le plus tôt possible dans la journée, c'est bien, une disponibilité psychologique ou psychique, d'être à l'écoute, etc. Donc, mais de pouvoir réagir ou anticiper rapidement et pas entrer en panique ou en stress parce que sinon, très clairement, les équipes vont l'être aussi. Donc, il y a à la fois ça, mais en même temps, je pense que c'est une période où on peut essayer de profiter de cette obligation de réfléchir à certaines choses, puisque, vous l'avez dit, demain, après-demain, ça ne sera plus jamais comme avant, qu'on le veuille ou non, pour se poser sur, effectivement, en tant que direction juridique, qui on est, à quoi on sert, et qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire en termes d'action, enfin d'objectifs, d'action, de mise en œuvre de ressources, de capacités, etc., ça n'a d'intérêt que si on a défini qui on est, et donc fondamentalement sa raison d'être. Alors sur le leadership, ce qui est intéressant, alors là je vous livre une observation très personnelle par rapport à mon travail à l'EDEC, où je suis aujourd'hui en deuxième mandat en tant que doyen. Ça va faire 6 ans. Bon, on commence à faire, je pense, une période, voilà, c'est bien, quoi. C'est que à partir du moment où on a dû mettre en place, c'est-à-dire que vous avez un mode de gouvernance, vous avez un management, il est toujours là, il doit être présent, il doit être à l'écoute,
il doit envoyer de l'empathie. Et alors, je suis complètement en ligne avec Marc quand il parle de mémoire des équipes. Les personnes se souviendront de comment on a travaillé avec elles, comment on s'est occupé d'elles, comment on les a valorisées, accompagnées, etc. Et moi, je l'espère beaucoup en tout cas. Et sur cette période-là, donc nous, on a fonctionné en task force, c'est-à-dire qu'on a cassé un peu le mode de management traditionnel. On a demandé à certains leaders d'accepter de se dessaisir d'une partie de leur pouvoir pour qu'on puisse agir vite avec les personnes les plus agiles sur certains sujets. Et le fait est que moi, j'ai certains collègues qui se sont révélés vraiment, où on a découvert chez elles ou chez eux des compétences et des talents qu'on ne soupçonnait pas forcément avant. Puisque, une fois de plus, dans notre métier, on est aussi dans un métier d'expertise. Donc, je pense que sur le leadership, c'est aussi se dire que par rapport aux critères qu'on avait peut-être habituellement de ce qu'est un leader, même si ce n'est pas monochrome, il y en a des définitions très, très, très variées, on peut aussi profiter de cette période pour, je dirais, déconstruire et reconstruire une appréhension du leadership par rapport à ce qu'on a pu observer dans une période où, voilà, il y a certaines, là encore, je le redis, certains talents qui se révèlent. Merci Christophe. Oui, c'est ce que l'on voit. Je vais essayer de reprendre tes points sur la vision et voir ce qu'il s'est passé. On a fait comme Stéphane Baller nous l'écrit dans le chat, peut-être pas l'apologie de la sieste, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir, et beaucoup de leaders, et je suis totalement d'accord aussi avec Marc sur le parallèle que les sportifs de très haut niveau apprennent à faire non pas des siestes, mais peut-être des siestes, ce qu'on appelle des breaks, des siestes très très courtes de 10 minutes, ce qui est très utile, mais ça vous le savez tous. Ce qui est plus facile quand même de faire 10 minutes de sieste chez soi que dans son bureau, j'en conviens. Mais il faut essayer de regarder ces sujets, de reprendre des pauses et des réflexions. On va, merci Christophe pour ton commentaire. Je vais essayer de faire un point en partageant mon écran sur ce qu'on a vu et ce qu'on regarde. Et une fois encore, on prend toutes les questions que vous aurez sur aujourd'hui la gestion des équipes et le management. Donc, ce qu'on a pu constater avec les équipes de Day One auprès de nos clients aujourd'hui, ou une fois encore, des contacts que l'on a avec les directions juridiques ou même les cabinets d'avocats, je voulais attirer votre attention sur 3 sujets. Le sujet de la technologie, très rapidement, le sujet des juristes, et puis le sujet des clients internes. Alors, sur la phase 1 que je vais passer très très vite, vous la connaissez tous, et puis on a envie de, peut-être quelque part, après avoir réfléchi, de l'oublier. On a regardé quoi sur la technologie? C'est celle qui a permis de pouvoir faire en sorte qu'on soit up and running, c'est-à-dire opérationnel en 24 heures, et de mettre en place des équipes en télétravail en 24 heures. Ce qui a été le cas dans un grand nombre d'entreprises, pas forcément dans toutes les entreprises. Certains ont eu des grosses difficultés, certains qu'on a pu voir, puisqu'on avait fait un webinaire avec des Legal Operations Officers de direction juridique, certains sont transformés en acheteurs à la FNAC, en hotline pour implémenter et uploader Word. C'était pas aussi facile que ça. Donc certaines entreprises ont été un petit peu en retrait, un petit peu en retard même sur ce sujet pour que les équipes soient up and running. Toutes celles qui avaient déjà bien travaillé, bien digitalisé, ont pu mettre en place très très vite, en moins de 24 heures, des équipes juridiques en télétravail. L'autre chose, c'était pas seulement le télétravail, c'est-à-dire que j'ai un poste et j'ai Internet. Souvent, Internet, de toute façon, c'est surtout, ça relève du particulier. Mais ça a été aussi de voir l'étape 2 de ce télétravail, c'est qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai accès à l'ensemble de mes documents? Certains avaient tous les portables qu'il faut, sauf que ils n'avaient pas de VPN ou ils n'avaient pas accès à leurs documents, donc c'était très 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 compliqué, où il fallait d'un seul coup, on oubliait un petit peu la confidentialité, s'envoyer à travers des emails ou à travers des échanges de plateformes pas forcément sécurisées tous les documents. Celles qui ont réussi à se digitaliser en avance ont pu avoir, grâce à leur GED, grâce à leur Contratech, grâce à un grand nombre de choses, accès à tous les documents. Et puis, un petit peu plus, c'est celles qui ont réussi, avaient mis en place des outils qui permettaient, alors c'est la gloire de la grande e-signature, certains qui s'y sont pas mis se sont dit on aurait peut-être dû,
J'ai en tête une directrice juridique qui me dit on ne l'a pas fait, donc en fait pour moi la signature électronique c'est copier ma signature numérisée sur un contrat avant de l'envoyer et de le mettre en PDF. Donc il faudra aller un petit peu plus loin pour que ce soit mis en place. C'est majoritairement en fait ont été mis en place dans les entreprises. Aujourd'hui la technologie, les outils sont très très simples et on peut très très vite mettre en place la signature électronique. D'autres sont encore allés plus loin, ont utilisé des outils pour certains d'intelligence artificielle pour aller chercher cette fameuse clause de force majeure en faisant des audits de contrats très poussés. Il y a quand même un grand nombre d'entreprises, dont certaines qui sont dans ce webinaire, qui n'ont pas 50, 100 ou 200 contrats, mais qui ont des milliers de contrats, et pas seulement en France, à travers le monde, et de regarder comment est-ce qu'on peut réagir très très vite pour faire fonctionner ou pas d'ailleurs la force majeure. La deuxième partie, c'était la partie juriste. On l'a vu, et d'ailleurs Marc l'a dit, Christophe l'a dit, on a constaté qu'il y avait plus de réunions d'équipe. En tout cas, il a fallu que les managers mettent plus de réunions d'équipe pour garder le lien social, éviter l'isolement, pas forcément des réunions d'équipe de 2 heures, mais en fait des réunions d'équipe un petit peu plus souvent, bien sûr pour gérer la crise, bien sûr pour gérer l'ensemble des sujets, mais aussi pour garder cette notion d'équipe et cette notion de communauté juridique. Donc un grand nombre de leaders juridiques ont mis en place plus de directions juridiques pour que les gens partagent, pour que les gens gardent un rythme, pour que les gens sachent qu'on est tous ensemble. Et c'est aussi un geste de management, mais c'est aussi un geste de leader. Certaines directions juridiques ont prévu comment équilibrer la charge de travail. Il est évident que, si je le fais très très vite, le juriste M&A est un petit peu moins chargé potentiellement en ce moment que d'autres juristes de l'entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de s'entraider? Comment est-ce qu'on peut faire un petit peu plus de transversalité? Et comment est-ce qu'on peut gérer la charge de travail pour que tout le monde fonctionne? Puisqu'on a vu certaines équipes où on a des juristes qui peuvent être à 150 voire 200%, si c'est possible, et d'autres qui étaient plutôt en sous-charge. Et puis, il y a eu un phénomène qui était aussi assez intéressant à regarder, c'est que le leader, c'est bien, mais c'est aussi bien quand l'équipe se parle sans forcément le leader. Et on a un certain nombre de directeurs juridiques qui ont poussé en disant, mais il faut que vous vous parliez sans l'aide du directeur juridique. Ce que l'on fait tous, comme le rappelait Marc, autour du café, c'est-à-dire que voilà, entre équipes, entre juristes, ils se parlent autour du café, ils se voient, ils se parlent en staff, ils se parlent dans les couloirs, ils se parlent dans les meetings. D'un seul coup, s'il n'y avait pas la réunion d'équipe, les équipes ne se parlaient pas en dehors. Donc, il faut faire en sorte qu'ils se parlent, même s'il n'y a pas une réunion, une conf call officielle, c'est ce qu'on a vu. Et puis, le dernier point sur les clients, avant de passer à la phase 2, ça a été revoir les besoins et les priorités des clients. Il y a de plus en plus de rapprochement, de proximité avec les clients. Ce n'est pas j'imagine dans mon coin, c'est je vais chercher vraiment l'information au plus près et savoir ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de directions juridiques qui sont montées dans les cellules de crise, qui sont montées dans ces comités de gestion, qui sont allées dans les comités pour renégocier les crédits, renégocier avec les banques, assurer que les cash flows et, les cash flows et la trésorerie soient là. Tout le travail autour de la veille, pas seulement la veille des décrets et des ordonnances, mais surtout l'exégèse en fait, ultra rapide, puisqu'un décret pouvait annuler un autre, ou une ordonnance pouvait en changer le contenu d'une autre en moins de 48 heures. Donc c'était non seulement la lecture, l'analyse, l'exégèse, et puis le caractère très opérationnel de qu'est-ce qu'on fait pour nous, pour notre entreprise. Donc on a eu beaucoup de directions juridiques qui sont montées au premier rang, aux premières loges de ces crises, qui sont montées sur le pont, comme on dit dans le milieu nautique, pour vraiment tirer les bords et aider le skipper à faire avancer ce bateau en mer un petit peu hostile. Et puis le travail qui a eu lieu avec les cabinets, ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait réduire la voilure pour continuer dans cette symbolique nautique, mais essayer aussi d'avoir des cabinets qui aident à faire cette veille. Ça, c'était la phase 1, et vraisemblablement, et puis vous pourrez nous dire qu'il y a des milliards d'autres choses qu'on n'a pas notées ici et simplifiées. La phase 2, pour nous, il y a d'abord un changement sémantique. Alors, ce n'est pas un changement sémantique pour faire joli, c'est que vraiment, c'est quelque chose que l'on voit et sur lequel il faut se préparer afin d'attaquer cette sortie. C'est que de la technologie, on parle maintenant vraiment de transformation digitale et je vais essayer d'expliquer pourquoi on est passé de la technologie à la transformation digitale. Ce n'est pas qu'une question d'outils.
C'est pour ça qu'on voulait faire ce changement sémantique. C'est les juristes, c'est plutôt maintenant la communauté juridique dans laquelle on va retrouver, bien évidemment, et de plus en plus, vous le voyez bien, on n'a pas forcément besoin que de juristes, beaucoup d'entre vous le savent, au sein de la direction juridique. On a besoin de paralegals, on a besoin d'autres équipes, et on a besoin de se compléter. Et puis, vis-à-vis des clients et des avocats, et même entre juristes, entre l'équipe et de la communauté juridique, on a besoin, ce que Heidi Gardner appelle, une professeure d'Harvard, dans un livre qui est assez intéressant, qui est même passionnant, la smart collaboration. Et ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses, et ça va faire écho à ce que Christophe et Marc ont dit il y a quelques minutes. Donc, si je reprends en phase 2 les trois thématiques, qu'est-ce que l'on voit je vais accélérer pour essayer d'interagir encore avec Christophe et Marc. On voit quoi? On voit que cette phase, on va être positif, il y a quand même quelque chose qui sort, nous, qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération phénoménale de l'appropriation, de l'utilisation, du sens même de l'utilisation des outils. Et donc, il faut continuer là-dessus. C'est qu'on le voit bien, sans outils, c'est très compliqué. Donc, l'outil, c'est bien, ça, c'était la phase 1. Là, la transformation, c'est comment est-ce qu'on va transformer véritablement les process, la façon de travailler, la façon d'interagir, avec des exemples, on a mis e-signature, les process automation ou les contract lifecycle management. Mais surtout, ce qui peut être intéressant dans cette transformation, c'est de voir comment on va intégrer dans les applications business. On est en train de travailler avec une très grosse entreprise américaine, à titre d'exemple, où on est en train d'intégrer leur outil de contract lifecycle management, non pas en disant le business devra rentrer dans l'outil pour utiliser les clauses ou les templates, mais on est en train de l'intégrer totalement dans leurs outils, type, pour exemple, Salesforce, où vous allez avoir les commerciaux qui utilisent Salesforce au quotidien, et dans Salesforce, ils auront des onglets où ils mettront contrat, et là, ils vont faire leur contrat automatique avec le workflow. Ils ne sauront pas qu'ils sont en train de travailler avec un outil de contract management. Ils ne seront que dans leur interface Salesforce. Et donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important parce que ça change. Pas seulement, on n'est pas que dans la technologie, on est vraiment aussi dans les process et dans les façons de travailler, avec des workflows qui seront totalement dématérialisés et qui permettront aussi de faire gagner du temps. J'en parlerai juste après. Basculer, j'allais dire, enfin même je l'avais écrit dans cette slide, basculer en vrai collaboratif. Le collaboratif, c'est pas que je t'envoie un email et tu m'envoies un email. C'est pas ça le collaboratif. Ça, c'est la vision du collaboratif d'hier. Le collaboratif, c'est d'abord savoir que le pouvoir, il n'est pas celui qui détient le savoir. Le pouvoir, aujourd'hui, il y a ceux qui partagent le savoir. Pourquoi? Parce que si je partage le savoir, eh bien, les personnes vont venir vers moi pour m'en donner et pour en reprendre. Et donc, j'aurai beaucoup plus de pouvoir. Et surtout, cette transformation, c'est aussi de passer, ce qu'on a écrit ici, c'est de passer du qui au où. Je ne cherche pas qui a l'information dont j'ai besoin. Et donc, physiquement, je vais dans les locaux, je vais dans les bureaux, je vais me dire, tiens, est-ce que Christophe, tu as trouvé le contrat? Est-ce que Marc, tu te rappelles qui a fait ça? C'est plus ça. C'est pas du qui. Je ne cherche plus Christophe ou Marc, ou je ne le harcèle pas au téléphone ou par email. Je dois aller où? C'est-à-dire dans quelle plateforme je dois obtenir l'information dont je sais, c'est là la difficulté, quelle est la dernière et qu'elle est à jour par la bonne personne et donc que je peux utiliser parce que j'ai les droits d'accès. Et donc, je ne vais pas voir et chasser Christophe, qui est très occupé pour obtenir le dernier template qu'il a fait. Je sais que je crois c'était lui, je sens m'en souvenir que. Je vais dans la plateforme chercher la bonne chose. Mais surtout, je sais que c'est la bonne dernière version à jour. Donc, il faut passer du qui au où. Et plus on est en télétravail, vous l'avez vu, plus on a besoin de savoir où sont les informations et non pas qui détient l'information. C'est une énorme transformation. Et puis sur cette transformation digitale, il est intéressant de regarder, on le voit de plus en plus, d'avoir une analyse systématique de la machine et de l'humain. C'est non pas de la machine contre l'humain, mais qu'est-ce qui doit être fait par la machine et qu'est-ce qui doit être fait par l'humain. Et ça, c'est une analyse qu'il faut absolument faire sur l'ensemble des tâches de la direction juridique. J'accélère sur la communauté juridique. Il serait très intéressant de demander à vos juristes de faire un REX sur la gestion de leur temps, sur comment ils ont vécu le confinement, sur comment ils ont une nouvelle peut-être vision du rôle du juridique, comment ils ont interagi avec les clients internes, comment ils ont interagi entre eux. Peut-être que ce REX-là, que l'on voit et que nous, on va faire
avec un certain nombre de clients. Ce REX-là, il est essentiel pour qu'on puisse faire en sorte que l'ensemble des équipes aient leur mot à dire, aient leur idée à apporter. Et donc, ce retour d'expérience, ce REX, il est vraiment très, très important. Il faudrait vraiment essayer de trouver du temps pour, dans les premiers jours de déconfinement, il y a un temps de REX, un temps que ce soit en workshop virtuel ou en réunion. C'est important de le faire, de prendre le temps. Je rebondis sur ce qu'a dit Marc et Christophe, la vision de la mission. On a pas mal de directions juridiques qui sont en train de nous demander est-ce qu'il ne faut pas retravailler un petit peu la raison d'être, l'a dit Christophe, la vision, le sens, le pourquoi, dirait Simon Sinek, et de voir comment vous avez une chance inouïe, c'est que vous êtes sur les sujets aujourd'hui qui sont en train de bouleverser le capitalisme. Je vais prendre des grands mots, les sujets juridiques, les sujets compliance, les sujets éthiques, les sujets CSR, qui sont ce qu'on appelle nous les nouveaux filtres du capitalisme, ceux qui vont devoir permettre au business de prendre des bonnes décisions. On travaille aujourd'hui avec un acteur dans la santé pour justement intégrer avec les top 200 managers la vision éthique, la vision CSR, pour savoir comment on prend une bonne décision, nous managers, patron de l'Australie, patron de la BU, patron des États-Unis, patron du Mexique, etc., ou patron de tel secteur ou tel produit, ligne de produit. Vous êtes un acteur aujourd'hui, je dis souvent en interne, le DJ est le nouveau directeur financier, mais qu'il faut écouter. Il faut d'abord passer de plus en plus par le General Counsel, c'est ce qu'on espère demain, pour prendre des bonnes décisions, pour encore et mieux prendre des bonnes décisions. Et as a result, on ira voir le directeur financier pour qu'il regarde ce que ça veut faire. Mais nous, on essaye de pousser de plus en plus cette belle profession de General Counsel, qui a un périmètre qui s'élargit autour éthique, compliance, CSR, pour que ce soit de plus en plus le leader incontournable des COMEX. Je pense que dans certaines entreprises, on l'a vu, hein, les General Counsel ont joué un rôle phénoménal dans cette crise, dans la gestion de cette crise. Pour ça, on va voir avec Christophe les nouvelles compétences, les nouveaux profils de cette communauté, les nouveaux wows et les ways of working qu'il va falloir regarder, appréhender et leur expeller. Et pour terminer, ça veut dire quoi Smart Collaboration? Christophe a appelé ça revoir un petit peu ou lâcher un peu de pouvoir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner peut-être plus de valeur au rôle de project leader, rôle de celui qui va traiter un sujet en particulier vis-à-vis de l'expertise, vis-à-vis de la hiérarchie. On le voit là, on l'a vu dans la crise, ce qui était important, on le voit quand on le voit en sport, on le voit en sport collectif, on le voit dans les commandos. Ce qui est important, c'est que chacun joue son rôle et qu'on n'est pas en train de se regarder, est-ce que tu es supérieur, mon subordonné, etc. Donc il y a aussi il y a un aplatissement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de la hiérarchie pour pouvoir privilégier celui qui va réussir à tenir un rôle de project leader, de coordinateur et qui va pousser. Et pour ça, il va falloir la smart collaboration, il va falloir qu'il y ait cette notion, c'est un terme très militaire aussi, hein, mais qu'on voit bien dans les commandos, cette notion de rendre compte qui est j'informe Christophe, pas parce que c'est mon chef, mais parce qu'il a besoin d'information. J'informe Marc, pas parce que c'est mon chef, mais parce qu'il a besoin d'information. Donc, c'est pas perdre du pouvoir que donner de l'information à mes collègues Christophe et Marc, dans mon exemple. C'est pas une hiérarchie qu'ils ont et que je leur dois. C'est un devoir que je dois pour que notre équipe, notre petite équipe à 3, fonctionne bien. C'est pas le reporting hiérarchique qu'il faut, c'est le rendre compte. Et c'est ça, et j'ai besoin de dire ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, ce que je dois faire, ce que je vois. Tout ça, c'est pour apporter de la simplification. On voit, on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, avec une approche donnée, une approche intégrer les outils dans les applications business et pas rajouter des API juridiques que le business devrait apprendre. En termes de conduite du changement, c'est important. C'est de pouvoir améliorer aussi l'efficience, qui était déjà un mot très à la mode, mais qui, je pense, va être encore plus à la mode, puisque c'est la façon la plus jolie de dire on va vraiment réduire les coûts. Donc, on va être de plus en plus dans cette notion-là aujourd'hui, et donc de voir comment on est en train d'avoir des équipes juridiques qui vont, et ça c'est assez marrant, peut-être on aurait peut-être pu se dire que c'était pas contre-intuitif, des directions juridiques qui nous demandent de travailler sur des stratégies de planning. Et donc, vous dites, bah non, c'est pas le temps, c'est la crise. Bah non, au contraire, on va replanifier
qu'est-ce qui est urgent? Il y en a un qui me dit, moi, je veux qu'on replanifie avec nos clients internes. Qu'est-ce que je fais d'ici l'été? Qu'est-ce que je fais d'ici décembre? Et puis, comment est-ce que je peux reporter à demain, c'est-à-dire en 21, en 22, des actions, des coûts, et travailler différemment. Il y a une orientation client qui est poussée, vraiment très importante. Et si j'étais directeur juridique, ce que je ne suis pas bien évidemment, je pousserais mes équipes à aller parler, à aller voir, à aller interagir, à passer ces 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes avec les clients pour leur dire quelles sont tes priorités, comment on peut redéfinir, comment on peut t'aider. Et ça, c'est important. Et quand on va avoir la capacité de se déconfiner, vous allez avoir tous ces opérationnels qui vont aussi avoir la mémoire. Il était là, elle était là, ils étaient à mes côtés, ils m'ont aidé. Et quand il va falloir redémarrer et accélérer, il faudra être sûr que le digital, la communauté juridique et la semaine collaboration sont bien en place parce que, vous le savez très bien, les opérationnels vont vouloir accélérer très très vite. Et ce serait dommage qu'alors que le juridique aide en ces temps de crise, qu'il n'aide pas à accélérer au moment où il va y avoir un déconfinement. Et donc, tous ces sujets-là qui vont amener des nouvelles pratiques, ce fameux changement de paradigme, ces nouvelles ways of selling qu'on est en train de voir avec comment est-ce qu'on va vendre à des gens qu'on ne voit plus, comment est-ce que les gens vont acheter alors qu'ils vont peut-être de moins en moins ou différemment dans les boutiques. Tous ces sujets-là sont aussi une opportunité fabuleuse pour les juristes pour apporter toute leur valeur. Il va falloir réfléchir, de notre point de vue, à comment est-ce qu'on va préparer cette transformation digitale, cette communauté juridique et cette smart collaboration pour qu'on puisse demain accélérer tout le travail de cette transformation qu'on voit dans les entreprises. Voilà ce que je voulais juste essayer de synthétiser avant de rééchanger avec mes amis Christophe et Marc sur peut-être, Christophe, sur ces sujets-là, avant qu'on passe sur l'aspect plus compétences. Comment est-ce que tu as vu, toi, ces évolutions sur le digital, la communauté juridique et la smart collaboration? Vu que l'heure tourne, je vais vraiment essayer d'être très très bref. Moi, je pense que toute cette réflexion, elle doit se faire à la fois dans une systémique et dans une maïeutique du point de vue d'une DJ. Donc, je m'explique. Systémique, c'est-à-dire qu'il faut embrasser tout ça comme un tout. C'est-à-dire qu'il y a, on en a parlé, la raison d'être de la DJ, qui est vraiment le socle. S'il n'y a pas ça, on peut toujours blablater sur les compétences, les outils digitaux, machin, mais si on ne sait pas qui on est et où on veut aller, ça ne sert pas à grand-chose, c'est de l'argent dépensé au bonheur de tous les vendeurs de prestations, quels qu'ils soient. Mais bon, voilà, c'est pas un but en soi. Donc la raison d'être de la DJ, donc en quelque sorte l'ontologie de la DJ, ses objectifs, ses métiers, les talents, les compétences dont on a besoin et les outils. Donc la systémique, c'est ça, c'est concevoir tout ça comme un tout, avec une vision et in fine, je pense pour une direction juridique, comment on contribue à atteindre les objectifs stratégiques d'une entreprise conformément à une culture et des valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui ont des valeurs qui sont fortes résistent plutôt mieux à la crise que les autres. Parce que chacun s'ancre sur ses valeurs et réussit à dépasser, autant que faire se peut, à transcender la difficulté. Deuxième chose, c'est une maïeutique, parce que ce système, il ne peut se construire, tu en as parlé en particulier à travers la Smart Collaboration, ce système ne peut se construire qu'à travers l'échange. Et je pense que ce qu'a de bon cette période, si on doit en sortir du positif, c'est que les entreprises, quelle que soit la BU ou la direction fonctionnelle, opérationnelle, qui sont dans des modes de management extrêmement verticaux, avec, pour utiliser une expression un peu forte, une confiscation du pouvoir, vont avoir un réveil difficile ou un lendemain difficile. Parce que certes, le marché du travail va être compliqué pour beaucoup de personnes, au moins pendant un certain temps, mais celles et ceux qui ont la chance d'avoir, comme on dit, une valeur de marché, des talents qui sont demandés, vont faire des choix, bon, ils le font déjà, mais vont faire des choix certainement aussi guidés par en quoi le mode de management et de gouvernance de la boîte les fait rêver, les motive, les attire ou pas. Donc, je pense que les outils digitaux, bah oui, aujourd'hui, des DJ sont plus avancés que d'autres. Certaines partent de pas grand-chose, donc sont un petit peu des exemples de best practice. Mais là encore, si on ne sait pas, peut-être que je suis un peu lourd hein, sur
sur cette notion, mais ça me semble tellement fondamental. Si on ne sait pas qui on est et où on veut aller et à quoi on sert en tant que DJ dans une entreprise, parce que toutes ne font pas le même métier, toutes n'ont pas le même mission statement. Je veux dire, la DJ d'Ubisoft n'a certainement pas le même mode de fonctionnement et les mêmes objectifs à atteindre que la DJ d'Auchan. Ça me semble assez net. C'est pas seulement lié à l'industrie. Donc, systémique, maïotique, pour résumer. Merci. Marc? Tu veux que je fasse un commentaire en général? Oui, sur cette Smart Collaboration qui est quand même un sujet très important parce que pas si simple à organiser avec des experts et une façon de travailler qui est vraiment totalement différente, qui va devoir être totalement différente. Moi, peut-être 2 mots parce qu'après, je vais laisser les gens parler. Je voulais juste peut-être prendre un angle différent, c'est de se dire que dans cette Smart Collaboration, des gens vont se révéler. C'est-à-dire que quand la situation est telle qu'il y a des gens qui vont se révéler comme des gens de crise ou comme des gens de collaboration. Donc, il y a des personnes qu'on considérait plus dans un domaine particulier ou avec un type de personnalité qui vont exceller dans le nouvel environnement. Et donc, je pense qu'il faut être relativement agile, comme tu parlais un peu de l'aspect militaire plus tôt, il faut être extrêmement agile au niveau du leadership pour savoir comment, je ne dirais pas revoir sa structure hiérarchique, mais savoir quelles sont les personnes sur lesquelles on peut mieux s'appuyer dans certaines situations. Il y a des gens qui excellent dans la crise, il y en a qui sont terrorisés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre, mais je pense qu'au niveau de l'aspect collaboratif et autres, c'est de savoir comment mieux utiliser ses compétences et la force d'une équipe, ça va être son agilité, à savoir utiliser la bonne personne au bon moment. Merci Marc. On a vu, merci pour les commentaires de Stéphane, Mathieu, Théodora et autres sur tout ce qui est Rex, tout ce qui est vision, etc. Merci pour. Si certains d'entre vous veulent prendre la parole, dites-le moi dans le chat, je vous donnerai la parole. On voudrait aussi avoir une dernière partie sur cette évolution des compétences que notamment Legal Edec a énormément travaillé ces derniers mois avec une grande étude. Il a poussé à regarder la grande de compétences pour être recruté, pour être le manager, pour évoluer demain. Peut-être Christophe, tu prends la main, il nous reste 7 minutes. Et une fois encore, s'il y a quelques questions, qu'on puisse les prendre. Je te laisse commenter les slides que je vais mettre. Merci. Alors, là encore, en essayant d'être très bref, parce que sinon, si quelqu'un a une question, ça va se terminer un peu en queue de poisson. Mais donc, nous, on a travaillé, en fait, on travaille toujours, puisque cette étude qu'on a réalisée sur la base ce qu'on pourrait appeler un référentiel marché de 150 compétences du juriste augmenté, voilà, on continue à avancer, on a un certain nombre de projets. Bon, j'ai pas le temps de vous en parler plus que ça, mais je vous recommande d'aller sur all.legal ou al.legal. Legal, c'est all.legal. Donc, en fait, on a travaillé sur, en partant de la chose suivante, on s'est dit, bon, c'est quoi un juriste augmenté? On a essayé de le définir. On s'est dit que le juriste augmenté, c'est quelqu'un qui part d'une intelligence individuelle et singulière, qui est celle du juriste, qui est basée sur une expertise technique, une expertise ou des expertises juridiques, qui veut aller au sein d'une équipe vers une intelligence collective et qui pour ça, a besoin d'être augmenté ou de s'augmenter avec d'autres types d'intelligence, d'autres types de compétences. Donc on passe à ce moment-là d'une intelligence individuelle et singulière, celle du juriste, à des intelligences multiples pour aller vers une intelligence collective. Et ce qui va faire l'augmentation du juriste, ce sont à la fois des compétences digitales, des compétences business et des soft skills. Donc, cette étude qu'on a sur la base de tout ça menée en partenariat avec la FGE auprès de 100 leaders qui font bouger le droit, on l'a traité, on a fait différents livrables, comme on dit, vous les trouverez sur le site que je vous ai indiqué. Et alors, vraiment, un petit peu à la hache, à la serpe, premier enseignement, ce qui est attendu très massivement au niveau de jeunes collaborateurs, donc début junior, que ce soit en entreprise, en DJ ou en cabinet d'avocat ou dans des structures d'exercice du droit, ce sont très majoritairement des soft skills. Alors vous le voyez sur le slide que Olivier a la gentillesse de partager. Si on prend un petit peu l'infographie, les petits cœurs correspondent aux soft skills, donc très majoritairement des soft skills.
Demain et après-demain, ça sera encore vrai. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la façon dont ils sont classés dans ce top 30 ou si on prend le top 15 ou le top 10, est-ce qu'on va retrouver les mêmes ou pas? C'est pas sûr. Et je pense qu'en particulier, ce qui relève de la capacité d'autonomie, la capacité d'écoute, pardon, la capacité d'échange, vont être des compétences encore plus attendues. Ensuite, si tu veux bien passer au deuxième slide, Olivier, merci. Deuxième chose, c'est qu'en est-il des compétences qui sont attendues pour progresser et performer dans son métier et prendre des positions, des missions, des responsabilités de manager juridique? Là, on le voit, il y a un changement qui est assez radical. C'est que, vous le voyez une fois de plus avec l'iconographie, ce qui est attendu, ce sont massivement des skills digitaux. Considérant qu'effectivement, si à l'entrée, au début, on attend beaucoup de soft skills, et puis ceux-ci vont être travaillés au fil du temps avec l'équipe et les managers, on va dire ça va relever à un moment donné de choses qui sont acquises, mais qu'on va continuer à cultiver. Ensuite, pour progresser dans le métier, voilà, piloter des projets, piloter la transformation digitale de sa DJ, etc., il faut des compétences digitales. Et une fois de plus, la période que l'on vit aujourd'hui fait qu'on se rend compte qu'on va devoir de toute façon travailler de plus en plus avec des outils digitaux pour de bonnes raisons. Il faut y être préparé, il faut se former, il faut un mindset. Personne ne doit être laissé à la porte. Voilà un petit peu les tendances qu'on a pu observer. Je vais pas en dire plus, puisqu'il est déjà 56. Merci Marc. Et donc, je rappelle, c'est sur ALLL, il y a 3 L, point légal. Vous aurez la totalité de cette étude, qui est vraiment très intéressante, la totalité des compétences qui sont développées sur ces 3 sujets, soft skills, business et digital. Est-ce qu'il y a une question en particulier? Il nous reste 4 petites minutes. Et est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Une question de Noémie. Est-ce que les juristes de demain, pour reprendre la phrase de Stéphane, seront reconnus pour, faut que j'arrive à lire avec tous les caches, est-ce que les juristes de demain, excusez-moi, seront reconnus pour les project leaders? Et le télétravail pousse chaque département à travailler en silo de juristes, aide à partager le savoir. Marc, pas impossible? Non, je dis que c'est pas impossible parce que finalement, une des critiques qui est faite aux juristes, c'est finalement d'être un expert qui gère une équipe d'experts et qui est un peu détaché de… Silo, le dossier. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, si au-delà des compétences business et autres, mais passons, quelqu'un qui aura montré sa capacité à gérer des crises et à gérer ses équipes et à sortir par le haut, à développer une vision et à confirmer la raison d'être, on peut se dire que dans un environnement difficile, il peut le faire. Il peut le faire. On va s'attacher à ces compétences-là. Je vais prendre une toute petite analogie. Nous, on a fait l'évaluation d'une personne qui était directeur financier adjoint. Et dans l'évaluation qu'il avait fait précédemment, on se disait, c'est pas sûr qu'il puisse devenir directeur financier complet. Aujourd'hui, l'entreprise a changé d'avis parce qu'une de ses grandes compétences, c'est d'exceller dans la crise. Donc, évidemment, comme la crise va durer des années, ils se disent, pas la crise, situation compliquée, ils se disent, on a un bonhomme sous le coude qui va nous faire le boulot parfaitement. Donc, c'est marrant. La crise a changé, évidemment, l'ordre des compétences. Donc, pour revenir à cette question, je dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible, ouais. Je pense qu'il va y avoir ce switch, pour reprendre le mot d'Evelyne, d'urgentiste de la période de crise qu'aujourd'hui sont les juristes, à comment est-ce que demain ils continuent justement ce rôle indispensable, parce qu'on parlait de mémoire tout à l'heure, des fois on oublie assez vite ceux qui étaient à nos côtés. Je ne veux pas être négatif, mais on dit ou on applaudit des fois des gens, c'est ce qui s'est passé lors des attentats, hein, avec certaines catégories qui ont applaudi, qui quelques mois plus tard ou quelques années plus tard étaient capables de les siffler, voire de leur envoyer des pierres. Donc il faut aussi qu'on puisse sans arrêt démontrer cette valeur et arriver à faire ce changement de passer d'urgentiste à, je ne veux pas dire business partner parce que ça devient complètement galvaudé, mais je dirais à business leader, puisque c'est ce que vraiment les directions, les directeurs et directrices juridiques doivent vraiment devenir, à part entière. Il ne faut pas que ce soit que la communauté juridique qui le pense, il faut que ce soit la communauté business qui le pense.
Merci Marc pour ta réponse. Eric, ce qu'on a aussi vu est que les organisations mises en place avant la crise, savent pour la crise et permettent une continuité de collaboration avec les opérations. Absolument. C'est aussi ce que j'essayais d'expliquer. Un dernier mot pour conclure, il est 10h00. Est-ce que Christophe, un mot, Marc, un mot, avant qu'on se retrouve pour un prochain webinaire dans quelques semaines, justement sur la vision, la stratégie et l'évolution de ça? Ouais, un mot, une phrase, je pense que comme on est aujourd'hui et demain et après-demain dans un contexte où l'incertitude va être encore plus forte, et que face à l'incertitude, un objectif capital, vital, c'est d'arriver à la réduire. Je pense que, alors c'est peut-être pas la question que tu poses, hein, Olivier, mais tu m'en voudras pas. C'est une occasion pour les juristes, hein, si on raisonne en termes d'empowerment, pour les juristes, d'avoir une utilité encore plus forte, puisque, quelle que soit la DJ, je pense que le cœur de métier du juriste, c'est de réduire l'incertitude. L'incertitude juridique, bien sûr, mais ça peut être aussi l'incertitude business. Donc, il y a un beau champ de travail et de belles opportunités pour les juristes, à condition, là encore, d'accepter dans certains cas de travailler un peu différemment. Quelqu'un l'a écrit dans le chat, de casser les silos, de faire preuve de plus de pédagogie à l'égard des non-juristes et des unités opérationnelles, fonctionnelles, autres que la direction juridique. Donc voilà, moi je pense beaucoup d'optimisme à avoir dans un métier qui ne va pas aller en se réduisant ou en disparaissant, bien au contraire. Merci. Marc, le mot de la fin? Moi, je dirais que c'est une opportunité pour chacun d'entre vous de montrer que vous méritez d'être au COMEX, et si vous êtes déjà au COMEX, d'avoir des responsabilités plus vastes en vous distinguant des autres membres qui ne sont pas capables, qui souffrent ou qui n'arrivent pas à gérer la complexité de la crise. Donc, c'est une opportunité rare parce que vous êtes au cœur du problème. Montrez que vous êtes bien au-delà de simplement un expert et que vous serez capable d'avoir un impact sur l'entreprise au sens large du terme. Donc, c'est une crise, mais ça peut être bénéfique pour chacun d'entre vous. Merci Marc, merci Christophe. Je ne vais pas élaborer davantage pour conserver le temps. La seule chose que je dirais, c'est que vous avez un métier qui est de plus en plus passionnant, et c'est peut-être là qu'on va trouver l'énergie d'être un beau leader, c'est grâce à cette passion. Merci d'avoir participé à ce webinaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Merci une fois encore à Marc et à Christophe. À très bientôt à tous. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Bye. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.